donner Madame Coquille, pouvoir, Madame Beltramont, 3 pouvoirs. Oh, nous n'avons pas un nombre de jours monstrueux. Parce que là, j'ai perdu ça. Donc, secrétaire de séance, Florian Clarisse. Pouvoir, je vous ai donné. Lecture. Communication du maire. Le 11 juin 2021, le représentant élu du groupe dénommé Agir pour Ferrières, M. Stéphane Siglar, a adressé une tribune à la commune en vue de sa publication dans le prochain bulletin d'information. Cette tribune me mettait de nouveau directement en cause, en m'imputant notamment des pratiques pénalement répréhensibles, m'accusant notamment de délits à caractère environnemental, de favoriser une société privée au détriment de l'intérêt communal, de dissimuler les documents budgétaires, de manquer d'humanisme, en n'apportant pas son concours à des gens dans le besoin. Compte tenu de la gravité de ces propos, j'ai déposé le 12 juillet 2021 une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre de M. Siglar et des membres de ce groupe d'opposition. À l'occasion des investigations diligentées dans le cadre de l'information judiciaire, il est apparu que l'auteur de cette tribune était Mme Catherine Fès-Hassan. À audition, l'intéressée a confirmé qu'elle était bien l'auteur des propos. Par une ordonnance en date du 28 février 2022, sur réquisitoire du juge d'instruction, Mme Fès-Hassan a alors été renvoyée devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique. L'audience devant le tribunal de police de Meaux s'est tenue le jeudi 17 novembre. Le délibéré, prononcé le même jour, est le suivant. Mme Fès-Hassan est reconnue entièrement coupable des faits reprochés, amende pénale de 38 €, 150 € au titre du préjudice moral, 250 pour les frais d'instance, et du remboursement des frais de consignation et du paiement des frais de procédure. Voilà. Maintenant, je vais vous faire part des décisions prises dans le cadre de l'article L-2122-22. Registre des décisions prises par Madame le maire de la commune de Ferrières, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020, décidant de l'application des articles L-2122-22 et L-2122-23 du Code général des collectivités territoriales. La DM 2022-11 annulée. DM 2022-12 du 10-10, on a vendu une concession de 30 ans, 550 €. DM 2022-13 du 3-11-2022, case du columbarium au cimetière 15 ans, 550 €. DM 2022-14 du 24-10-2022, attribution du marché d'extension du groupe scolaire, 3 977 013,65. DM 2022-14, non, DM 2022-15 du 28-10-2022, attribution du marché, réservation 25 places en crèche, 310 775. DM 2022-16 du 4-11-2022, contrat logiciel enfance, 7 322,40. DM 2022-17 du 7-11-2022, convention, occupation domaine public, distributeur de produits alimentaires, ça passe sous les plus d'avis, c'est la box brillante. 240. On va passer au procès verbal de la séance du 7-10-2022. Alors, on avait vu plein de choses, hein, l'administration générale, la modification d'une délibération, l'approbation des statuts, de la modification des statuts de la communauté d'agglomération des Gondoires, la définition des taux de reversement de la taxe d'aménagement entre les communes membres et la communauté d'agglomération, la modification de la délibération 122-2017 du 21 décembre 2017 relative à la convention de groupement de commande avec la communauté d'agglomération de Marne, le SDESM, l'adhésion au groupement de commande d'énergie du SDESM, les finances, les tarifs cours de pastel, association, la subvention exceptionnelle à l'association Judo Club,
modification du tableau des emplois. Ressources humaines, fixation de la rémunération des agents recenseurs et des coordonnateurs d'enquête. Ressources humaines, création de l'activité accessoire d'assistante urbanisme. Périer extrascolaire, LSH, pénalité pour défaut ou annulation d'inscription. Péri et extrascolaire, tarif de la salle des jeunes. C'est un peu long. Et il y a eu des questions diverses. Modification, interrogation. Non. Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Merci beaucoup. Alors, premier sujet à l'ordre du jour, approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Lors du bureau communautaire du 26 septembre 2022, un échange a eu lieu sur l'ajout de compétences supplémentaires définies librement au statut de Marne et Gondoire. Ces deux choses, la participation à l'élaboration d'un SAGE et la création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai. Les navires à quai, je ne sais pas, mais je signale qu'à Marne, oui. Et dans d'autres endroits aussi. Avez-vous des questions? Des interrogations? Personne ne s'abstient, personne n'est contre? Merci beaucoup pour eux. Convention pour le remboursement d'emprunt de la Maison de la Nature. Lors du rattachement de la commune de Ferrières à la communauté d'Aglo en 2017, l'équipement de la commune de la Nature est devenu intercommunal. Ce bâtiment, tout ça, c'est moi qui l'avais fait, qui avait acheté le terrain, et c'est moi qui l'avais fait construire dans le cadre, quand j'étais présidente de la Briboisée, et je vous rappelle qu'on avait créé en même temps une maison de la nature à Ferrières, une autre à Villeneuve, et qu'il était question de construire une maison de l'eau à Ferrières. Maintenant, on est passé avec Marne, ceux qui ont pu. Conformément au protocole financier de sortie des communes de Ferrières et de Pontcarré de la communauté de communes du Val-Briard, approuvé par arrêté préfectoral, la communauté de communes du Val-Briard continue à porter à sa charge les 3 emprunts contractés par la communauté de communes de la Briboisée, portant relatifs à la maison de la nature de Ferrières. La commune de Ferrières prend en charge sur son budget principal l'emprunt de la maison de la nature. La convention a pour objet le remboursement par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire des échéances d'emprunt portées par la commune de Ferrières-en-Brie au titre de la maison de la nature, équipement devenu intercommunal. La commune de Ferrières émettra à l'encontre de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire 15 jours avant sa séance annuelle concernant l'emprunt, caisse des dépôts et consignation numéro 121 999 30 un titre de recette correspondant au montant de l'échéance à rembourser. Question? Oui. Je vous écoute. Je sais pas comment ça marche. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque que je vous ai déjà faite. Quand vous dites c'est moi qui ai acheté le terrain et c'est moi qui ai fait construire, je pense qu'il serait plus légitime. Oui, que nous disions nous, je sais, il faut toujours dire nous, mais quand il y a les emmerdes, c'est je. Okay. Je vous le signale quand même. Quand il y a un souci, c'est le maire qu'on attaque, c'est pas vous. Très bien, en attendant. Je tiens à vous le dire de façon très A priori, claire. c'est pas Alors, sur je vous. dis quand je veux, et je dirai nous quand j'ai envie. Voilà, et je vous si c'est votre ferai, seule remarque, on passe au vote. je vous ferai la remarque On systématiquement. passe au vote. Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Merci. Finance. D'accord, je comprends. Alors, donc, c'est le SAGE. C'est le FSL, pardon, juste avec le SAGE. Convention d'adhésion au Fonds de solidarité de logement. Je rappelle à tous que le Fonds de solidarité de logement intervient auprès des ménages en difficulté sous la forme d'aide financière individuelle pour l'accès ou le maintien dans le logement, dépôt de garantie, premier loyer, frais d'installation, garantie ou impayé de loyer et dette de loyer, ainsi que pour le paiement des factures liées aux consommations d'énergie. Le FSL soutient par ailleurs financièrement des structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement, ASLL, ainsi que les organismes effectuant de la gestion locative en direction des ménages en insertion.
Le versement de la contribution de la commune s'effectue auprès de l'association Initiative 77 pour le logement en Seine-et-Marne, gestionnaire comptable et financier du FSL. À cet effet, la commune va passer une convention d'adhésion pour l'année 2020 avec le département de Seine-et-Marne pour définir les modalités de financement et de gestion du Fonds de solidarité logement. Ainsi, il est proposé au Conseil d'approuver cette convention et d'autoriser le maire à la signer. C'est 0,30 centimes par habitant, soit 1540 euros. Question? Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Finance, M. Delporte, grand plaisir à vous. Bonsoir. Donc l'objet de... Nous avons deux délibérations modificatives concernant les finances. Donc la première concerne les rentrées des recettes supplémentaires à hauteur de 171 185 euros. Elle concerne le titre du chapitre 74 112 077. Les recettes supplémentaires concernant la dotation de solidarité urbaine, l'état de compensation l'exonération de taxes foncières, et puis également une recette complémentaire concernant les impôts directs de 100 euros. On dépense, donc nous proposons d'affecter au titre du chapitre 65 titre d'indemnité des utilisations de retraite 1600 euros, et au titre du chapitre 11 118 585 euros. Ça concerne les achats de prestations de services, des factures d'eau, des assainissement, des frais de gardiennage en particulier. Et en complément, donc, d'affecter le sol par rapport au 171 185, la section investissement. En recette, donc, on va retrouver ce solde de 50 100 euros au chapitre 21. Et nous prévoyons en dépenses au titre autre installation 10 100 euros au chapitre 21 et au chapitre 23 40 000 euros à travers les travaux consacrés à l'Église. Voilà pour la délibération modificative numéro 2. Y a-t-il des questions, des observations sur cette délibération modificative numéro 2? Je passe donc à la présentation de la décision modificative numéro 3. Donc, à travers ce que nous allons voir concernant les emprunts et les jeux d'écriture liés à la convention pour la maison de la nature, nous allons avoir un remboursement d'intérêt de la part de CMG de 58 825 euros au chapitre 76. Et nous allons avoir donc, en dépense 102 000 du remboursement d'intérêt et une dotation de provision pour risque que nous allons annuler à hauteur de moins 390 602. Nous avions mis au titre du budget une dotation de provision pour risque, est-ce que ça va être demandé, donc on peut maintenant l'annuler. Nous allons donc de ce fait, du fait notamment de l'enlèvement de cette dotation, pouvoir virer à la section d'investissement 340 717, ce qui fait que le total de recettes en fonctionnement, donc la délibération numéro 3, sera de 58 828 et 58 en recettes. Comment fonctionne? Au niveau de l'investissement, concernant le chapitre 21, concernant le groupe scolaire, nous allons avoir une diminution de subventions prévues à hauteur de 498 000 euros. Nous allons prévoir un emprunt à hauteur de 1 272 euros et un autre emprunt qui concerne la CAP, excusez-moi, 233 334 euros. Et donc, au titre des créances de rattachement immobilier à marge obligatoire, nous allons avoir également une recette complémentaire de 138 926 euros, ce qui fait un total de recettes d'investissement d'1 400 391, qui seront compensées en dépenses par d'autres dettes uniquement à hauteur de 283 888. En dépenses imprévues, on va pouvoir alléger donc, les dépenses imprévues, ce qu'on arrive en fin d'année, on va dépenser 150 000 euros. On a également un jeu d'écriture parce que pour les travaux en cours, qui n'ont pas démarré, on va écraser la dépense qu'on a prévue concernant le groupe scolaire
pouvait inclure les décisions d'attribution des différents marchés, le groupe scolaire va s'avérer à un coût plus élevé que celui prévu. Et ensuite, donc, on va diminuer dans nos prévisions d'investissement de travaux qu'on avait prévus dans les installations de voirie, au titre de l'année 2022, également des hauteur de 330 000 euros, moins 50 000 également pour le matériel de bureau, et les autres limitations corporelles à hauteur de moins 60 000 euros, ce qui va faire également un équilibre de dépenses d'investissement d'1 400 391 euros. Voilà la présentation de la délibération indicative numéro 1. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, vas-y. Je me répète un peu, hein, mais en observation, je trouve toujours qu'il serait quand même plus agréable d'avoir des chiffres visuels. Il suffit d'avoir une très bonne ouïe. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et le choix qui est droit. Convention pour le remboursement des emprunts de la communauté de communes du Val-Briard. Conformément au protocole financier de sortie des communes de Ferrières et Pontcarré de la communauté de communes du Val-Briard, approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2017, la communauté de communes du Val-Briard continue à porter à sa charge les 3 emprunts contractés par la communauté de communes de la Brigoisée, la communauté de communes de Ferrières devant rembourser les échéances d'emprunt à la communauté de communes du Val-Briard. La convention a pour objet le remboursement par la commune de Ferrières-en-Brie des échéances d'emprunt portées par la communauté de communes du Val-Briard, emprunt de la Maison de la Nature, Caisse des dépôts et consignation, un emprunt voirie, Caisse des dépôts et consignation, échange semestriel, et un emprunt voirie, crédit foncier, échange trimestriel. La communauté de communes du Val-Briard émettra à l'encontre de la communauté de Ferrières trimestriellement un titre de recette correspondant au montant de ces échéances à rembourser. Afin de pouvoir payer les échéances de 2017, il est proposé au Conseil de voter la levée de la prescription quadriennale qui s'impose aux collectivités territoriales, conformément à la loi du 31 décembre 68. Je vous signale qu'on avait porté tout ça au budget. Question? Interrogation? Personne ne s'abstient, personne n'est contre? Merci. Protocole pour l'organisation du télétravail. Prenant appui sur le décret 216-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, et concomitamment au développement des outils numériques et de communication et de leur impact sur l'organisation concrète du travail et des services, le télétravail s'est particulièrement développé dans la fonction publique au cours des 5 dernières années. Les années 2020 et 2021, marquées par la crise sanitaire, ont bouleversé dans le cadre de mise en œuvre du télétravail en imposant pour les agents dont les activités le rendaient possible la mise en œuvre de façon généralisée du travail à distance. Cette situation a soulevé des questions nouvelles tant juridiques qu'opérationnelles. Je ne vais pas vous donner lecture de tout, je vais vous dire simplement que le volume annuel forfaitaire maximum pour un temps complet, ces forfaits constituent une limite qui n'est pas obligatoire de l'utiliser l'ensemble des jours affectués annuellement, 60 jours par an, 2 jours maximum par semaine. Durée d'autorisation, 1 an, renouvelable sur demande. Précision, les conditions d'éligibilité au télétravail, parmi les tâches télétravaillables, peuvent être identifiées notamment des travaux rédactionnels, comme les rapports, les notes, les comptes rendus, les courriers, les délibérations, les dossiers, les articles, les études spécifiques, les bilans et analyses, les synthèses, les travaux de relecture, la validation des documents, les travaux de conception, de mise en page, de préparation de réunions, l'analyse de tableaux de bord, les travaux de recherche et de veille documentaire, les courriels, les échanges téléphoniques, le suivi. Les agents autorisés à télétravailler effectuent par le responsable de service afin d'assurer le bon exercice du télétravail, point journalier, hebdomadaire ou mensuel, à fixer par le télétravailleur et le responsable du service. Avez-vous des questions? Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Merci pour eux. Bon, bien entendu, vous vous doutez qu'il y a certains services qui ne peuvent pas télétravailler. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais je vais vous laisser. Et des fois, vous savez, je pose des questions, des fois. Convention territoriale
présenté par Madame Jean. Je suis à dossier. Et toi bien, en fait. Attention. Voilà. La ville de Ferrières-en-Brie fait de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse une priorité majeure de ses politiques publiques. Depuis de nombreuses années, s'est instauré entre la Caisse des allocations familiales, la CAF, et la ville un partenariat privilégié qui s'est matérialisé par des dispositifs contractuels ambitieux qui se sont succédés, comme le contrat enfance et le contrat état libre, puis le contrat enfance-jeunesse, les CEJ. Si leurs noms ont varié dans le temps, ces contrats pluriannuels d'objectifs et de cofinancement ont permis d'accompagner le développement de l'offre d'accueil sur la commune et les actions favorisant l'épanouissement des enfants. Cependant, les modalités de financement s'étaient complexifiées et de fait étaient parfois peu lisibles pour les collectivités territoriales. Dans sa convention d'objectifs et de gestion, COJ 2018-2022, signée avec l'État, la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, a souhaité rendre plus lisibles les financements qu'elle apporte à ses partenaires et les accompagner dans une logique plus globale. Cette volonté s'incarne dans un nouveau dispositif contractuel, la Convention territoriale globale, soit la CTJ. Le contrat enfance jeunesse qui est arrivé à échéance va donc être remplacé par une convention territoriale globale qui concernera les 10 communes membres de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, à savoir Bussy-Saint-Georges, Châtellerault-en-Brie, Ponche-sous-Gondoire, Damas, Ferrières-en-Brie, Guermantes, Pompon, Pont-Carré, Saint-Thibault-des-Vignes, Torigny-sur-Marne. En complément du versement des prestations familiales, la Caisse de location familiale offre des services diversifiés aux familles et accompagne les partenaires des territoires à la fois pour aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle des personnes et des familles. L'action des CAF s'adapte aux besoins de chaque territoire et consiste à mobiliser les partenaires dans une dynamique de projet pour garantir l'accès aux droits sur des champs d'intervention partagés. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l'animation de la vie sociale, le logement, l'amélioration du cadre de vie et l'accès aux droits et au numérique. La Convention territoriale globale, cadre contractuel entre la CAF et les collectivités remplaçant les contrats enfance-jeunesse, les CEJ, est une démarche souple et respectueuse des périmètres de compétences de chaque collectivité. Elle est fondée sur le partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services à l'intérêt des habitants. Par son contenu et son ambition, elle dépasse les contours des CEJ. La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus. La convention territoriale globale s'appuie sur un diagnostic partagé et précise les priorités ainsi que les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. En mobilisant l'ensemble des ressources des territoires concernés, elle renforce les coopérations et contribue à une plus grande complémentarité. Elle formalise le projet social du territoire en répertoriant les pistes de développement et d'investigation possibles pour une durée de 5 ans dans le souci permanent d'améliorer le service rendu aux familles. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un comité de pilotage au sein duquel la commune de Ferrières-en-Brie était représentée par l'élu délégué à l'enfance et à la jeunesse et par le responsable jeunesse de la commune. Alors nous vous proposons... Oh, attendez, excusez-moi. C'est pas la peine. C'est pas la peine? D'accord. Donc, on vous demande d'approuver la convention territoriale locale à passer avec la CAF et les autres collectivités partenaires. L'article 2, que la convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l'égard des familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle a pour objet d'identifier les besoins prioritaires de la commune et de définir les champs d'intervention privilégiés, de pérenniser les zones de service et de développer des actions nouvelles. Elle précise que la convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2026. Et si vous m'autorisez à le signer, c'est 200 000 € par an. Voilà. Question?
à l'observation. Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Merci pour nous tous et pour vous. Et surtout pour les jeunes. Questions diverses. Monsieur Delporte, vous allez parler pour le SIAS. Trois petites informations sur le SDES. Donc, plusieurs réunions importantes qui vont arriver. Lundi prochain, j'assisterai à une réunion sur les achats d'énergie, notamment le gaz et l'électricité. Mardi prochain, une réunion sur les économies d'énergie. Mardi soir, il y a une boucherie spéciale. Et jeudi, un comité de situation particulière. Concernant le SIAM, le 16 novembre, il y a eu un comité syndical. On a eu principalement le débat d'orientation budgétaire, trois axes principaux, les matching, la surtaxe, on met une prix pour protéger les intérêts de l'usager. C'est de continuer à avancer bien sûr sur un projet de méthanisation. Et puis au titre de l'année 2023, ce sera d'avancer sur un appel à manifestation d'intérêt afin d'optimiser les valorisations énergétiques et les valorisations matières. Je pense en particulier à la valorisation du CO2. Et ensuite, on aura un comité syndical le 14 décembre dans lequel on votera le budget. Je vous remercie. Merci. Geneviève, tu veux nous parler des doutes, je crois. C'est le compte rendu d'une réunion qui s'est déroulée le 10 novembre 2022 et qui rappelle comment se sont déroulés les travaux concernant ces liaisons douces de Marne-et-Gondoire. Dont les étapes ont été les suivantes. En phase 1 d'octobre 2020 à juin 2021, le diagnostic territorial avec des entretiens bilatéraux avec les communes et les partenaires, des ateliers participatifs avec les collectivités, les acteurs locaux, les associations par exemple, et c'est suivi d'une enquête sur les pratiques de la mobilité en 2020. En phase 2, de septembre 2021 à juin 2022, il y a eu les propositions avec des ateliers participatifs. Et en phase 3, de septembre à novembre 2022, il y a eu la programmation de la réalisation stratégique avec la réunion des partenaires. Ce dossier planifié doit être procuré pour pouvoir rédiger les demandes de subvention. Sont concernés pour les modalités de financement des aménagements l'État, avec la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, placée sous l'autorité du préfet de région et des préfets de département. Elle met en œuvre et coordonne les politiques publiques des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il y a la région, le département, les PAMA, Marne-et-Gondoire et les communes concernant les itinéraires complémentaires. Tous les points de vue des territoires ont été listés et cartographiés. Pour Ferrières-en-Brie, le point de vue du rond-point Hervé 35 est résolu avec la création de la passerelle. Reste à résorber celui de la continuité de Ferrières-en-Brie vers Pontcarré, qui est en cours d'étude car le plan vélo 77 est en révision. Il a été noté qu'il existe de nombreuses zones franches dans les communes. Il a donc été rappelé que les cyclistes et les trottinettes peuvent circuler en sens interdit. C'est le décret 2008-754 du 30 juillet 2008. Si tu passes à 50, c'est une catastrophe. C'est une réflexion à avoir. Moi, je ne me vois pas vous soumettre de passer à 50, c'est une catastrophe. Mais à 30, mais pas sur les trottoirs. Et article 100 pas sur les trottoirs, tiré 2 du code de la route. Alors, les enjeux identifiés sont apporter rapidement une réponse aux demandes de déplacement avec le franchissement des coupures urbaines, la Marne, la voie ferrée à Tourigny-sur-Marne, développer l'intermodalité vélo et transport collectif, développer les liaisons cyclables pour les déplacements de proximité, lien entre les centres-villes et les zones d'activité, faire cohabiter les déplacements utilitaires et les déplacements de loisirs sur les mêmes itinéraires, valoriser, compléter et assurer la continuité des sections aménagées. C'est la logique du maillage. Le coût des liaisons, c'est 24 23 798 €. Et la réception des points de vue, 5 120 000 €, soit un montant de 29 143 798 €. Avec des subventions de 60% qui restent à la charge des collectivités, SAMG et par des départements, la somme de 11 657 519 €. Le coût des itinéraires complémentaires, 2 505 800 €. Avec des subventions de 50%, il reste à la charge la somme de 1 250 999 €.
Là, par contre, on a souhaité attirer l'attention que l'inflation n'avait pas été prise en compte. À raison de ces coûts élevés, des priorisations ont dû être faites. Leur programmation a été phasée sur 3 périodes, 2023-2026, 2027-2030 et 2031-2034. Alors, il est important de préciser que la région nous a félicité pour l'existence de notre projet, ainsi que il est important de préciser que la région nous a félicité pour l'existence et notre projet. Non, parce que ça, on n'entend pas. Ainsi que pour des initiatives comme la création de la maison de la mobilité qui a ouvert des kiosques dans le parc de Rantilly et dans le parc de la Tafarette. Une deuxième maison de la mobilité est envisagée. Des ateliers d'autoréparation des vélos continuent et une mise en place d'ateliers itinérants dans les communes est à l'étude. La CMG travaille avec les collectivités voisines, Paris-Vallée de la Marne et Val-d'Europe Agglomération, pour assurer une continuité des pistes cyclables. Les places de stationnement pour les vélos ont augmenté et des ouvertures de consignes sécurisées pour les vélos sont à court. Il y en a une au RER de Bussy-Saint-Georges et 2 autres sont en préparation. Je vous remercie de votre attention. Merci. Lorraine, Oui. tu veux bien nous parler de ce que tu as vu partout? Alors ça va plutôt être ce que je vais voir. Donc c'est l'actualité de l'Office de tourisme du Marne-et-Gondoire. Donc déjà il y a demain, le 26 novembre, c'est l'événement Réduc ta poubelle qui se déroule à la Maison de la Nature. C'est la 2e édition, à savoir que la première édition a été primée par l'ADEME. Donc c'est plein d'activités et d'animations autour de cette année le thème du textile. Et je voulais parler aussi du Moulin Russon, où il va y avoir pas mal d'ateliers parents-enfants, mais aussi pour les adultes, comme un marché de Noël artistique. Donc, courant tout le mois de décembre, plein de choses à faire. Voilà. Moi, je vous rappelle à tous qu'à la Maison de la Nature, il y a de très belles activités. Il faut y aller demain. C'est bien quand même, il faut y aller. C'est très bien fait. Le Moulin Russon, c'est magnifique. Donc, des fois, si vous ne savez pas quoi faire, je vous en prie, pensez-y. Le marché de Noël, j'ai oublié de préciser, c'est le 10 et 11 décembre, donc au Moulin Russon, Voilà. avec les artistes du territoire. Merci Lorraine. Alors, question orale, prévue conformément au règlement intérieur. Madame Lambeau, j'ai plusieurs questions. Y a-t-il des travaux prévus pour la rénovation thermique des bâtiments municipaux? Si oui, lesquels et dans quel délai? La commune est soumise au décret tertiaire. Sont concernés tous les bâtiments dont la surface d'exploitation est supérieure ou égale à 1000 m². Pour la commune, seul le groupe scolaire est concerné. L'objectif de ce décret est de diminuer la consommation énergétique des bâtiments, moins 40% dès 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 par rapport à l'année de référence choisie. Il y a 3 grandes étapes dans l'application de ce décret. La déclaration réglementaire, elle a été faite en septembre 2022. Définition du plan d'action, il est en cours de réponse 2023. Solutions et propositions d'économie d'énergie, réponse courant 2023. Par ailleurs, lors d'un précédent conseil municipal, la commune a délibéré pour adhérer au programme CEP, Conseil en économie partagée du SDES. Le SDES propose à ces communes adhérentes un service de conseil en énergie partagée dont le principe est de mener une politique énergétique maîtrisée sur leur patrimoine, bâtiments, éclairage public. Ce conseil se déroule en 2 phases, bilan énergétique, recensement des consommations, c'est déjà fait dans le cadre du groupement d'achat de gaz et d'électricité avec le SDES, présentation du bilan des consommations fin décembre 2022. Identification des bâtiments prioritaires et préconisation et choix des bâtiments prioritaires, préconisation des travaux à réaliser premier trimestre 2023. Merci. D'accord. Vous avez une autre question? Oui. Certaines communes ont fait le choix de réduire l'éclairage public afin de diminuer la facture énergétique et ou de limiter leur impact environnemental. Qu'en est-il pour notre village? Dès 2011, la commune de Ferrières a anticipé tous ces changements en équipant ses candélabres d'abaisseurs de tension
ce qui a permis une économie de la facture de l'éclairage public dès 2013. Cette anticipation a permis notamment de limiter l'impact budgétaire de la facture de l'éclairage public dans le budget communal. Aujourd'hui, l'éclairage public représente moins de 1% des dépenses de fonctionnement de la commune. L'ensemble des candélabres des zones d'activité aménagées par EPAMA ont été équipés de platines d'abaissement de puissance permettant de limiter la facture énergétique sans impact sur la sécurité des habitants. De plus, on étudie la possibilité dans certaines rues, avec liaison piétonne, de supprimer certains doubles éclairages mis en place par EPAMA. Quand ils en ont deux, vous savez, ils en ont un comme ça et un comme ça, on se fait mal. Par ailleurs, nous avons sollicité le SDES pour qu'il nous accompagne dans l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement, PPI, pour changer toutes les ampoules en LED. Un bilan doit être réalisé par le SDES en 2023. En 2022, la priorité a été mise sur la réalisation de l'extension du groupe scolaire, vous avez vu tout à l'heure, qui est nécessaire pour accueillir tous les enfants des nouveaux habitants, mais bien sûr en fonction de nos finances. Nous établirons un plan de transition sur plusieurs années de changement du parc d'éclairage public vers la technologie LED. Certaines communes ont fait le choix de couper l'éclairage public la nuit. Bien sûr que cela fait baisser la facture d'électricité, néanmoins, l'absence d'éclairage entraîne de fait un sentiment d'insécurité, sans parler de l'augmentation des cambriolages, pour lesquels nous ne disposons pas pour le moment de chiffres actualisés, mais j'en entends parler couramment dans les villes. Les différentes études montrent bien que les femmes sont particulièrement sensibles en ville ou à la campagne à ce sentiment d'insécurité. Il ne faut pas oublier tous les travailleurs, et souvent les travailleuses, qui prennent leur poste très tôt, dans les hôpitaux, dans les secteurs de ménage, dans les entreprises, dans la ZAC, effectuant les 3-8. Tous les étudiants en application, et il y en a beaucoup qui sortent des restaurants et que je vois mal circuler dans la nuit. Ils ont besoin d'éclairage. Les solutions sont donc indéniablement techniques. Le LED, l'allumage intelligent, l'abaissement de puissance. C'est dans cette direction que nous souhaitons aller. Je vous rappelle aussi que Marne-et-Gondoire travaille à la mise en place d'une trame noire, car effectivement, la pollution lumineuse a un impact sur la faune et la flore. Une présentation de l'étude de trame noire réalisée sur le territoire est prévue au début de l'année 2023. Un programme avec des fiches d'action sera élaboré en concertation avec les communes. Il faut trouver, et je vous assure, ça c'est beaucoup de réflexion, le déficit d'équilibre entre la maîtrise des coûts, la préservation de la biodiversité, mais la sécurité des habitants. Je vous le dis, il y a dans des secteurs où certains candidats étaient en panne, il y a eu 3 chutes. Parce que vous ne vous doutez pas, il y a des femmes qui sortent très tard la nuit, les aides-soignantes, tous ceux qui font les nettoyer, et il y a des femmes qui sont tombées. Et il y a même dans la rue Paul Couvert une dame qui est tombée. Donc il faut faire très attention. Et surtout la sécurité de nos habitants, qui reste notre priorité. Je suis bien placée quand je vais dans différentes autres communes, à titre d'abord du titre que j'ai de conseiller départemental et de première vice-présidente à Marne-et-Gondoire, pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui tombent. Je vous le dis. Donc la sécurité des habitants reste notre priorité. Et il y a, on appelle la ferrière, mais dans des trames noires, il y a eu des agressions et des cambriolages. Donc il faut rester. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas les décisions hâtives, sans mesurer les conséquences engendrées. Nous y réfléchissons, nous le ferons, mais avec raison. Je précise juste que je ne dis pas qu'il faut ou pas le faire, je vous demande la position de Ferrières. Je pense que ces discussions et ces points que vous amenez, ces détails, sont extrêmement importants pour les citoyens. Je pense qu'ils seront tout à fait contents d'avoir entendu tous les détails que vous avez pu donner sur ces différents choix concernant l'écologie. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une question. Merci, voilà. madame. Voilà. Mais c'est pas pour une fois, madame le maire. C'est pas pour une fois, et j'entends les divers ricanements de vos conseillers municipaux. Globalement, je suis à l'écoute, je pose des questions que je pense sont pertinentes pour l'ensemble des citoyens. Je vous dis pas ce qu'il faut ou pas faire, je pose des questions. Je crois que c'est le rôle de l'opposition. Et je vais poser la troisième. Et je vous y réponds. Et je vais poser la troisième question de Madame Coquille. Voilà, la mairie peut-elle intervenir sur les choix des affichages des arrêts de bus dans le but de supprimer les publicités
et d'afficher des informations locales et culturelles, par exemple, ce qui est déjà en partie fait. Voilà, la question c'est est-ce que ça peut être fait systématiquement? C'est une question, je préfère rien. Sur les 21 abribus voyageurs, 10 sont gérés par Marly-Gondoire, abribus situé dans les Acres, qui diffuse sa propre communication. Sur les 11 gérés par la commune, mais confiés par convention à la société VYP, qui assure l'entretien et la maintenance de tous ces mobiliers, pièces détachées comprises, cela ne coûte rien à la commune. La convention confie à la société l'exclusivité de l'affichage publicitaire. Cette répartition permet d'assurer l'équilibre financier et économique du marché. C'est pas possible. C'est eux qui font l'entretien, c'est eux qui font tout. On ne va pas leur imposer ce qu'ils ont à mettre dans le truc. Sinon, ils vont dire, écoutez, madame, vous vous débrouillez. Je vous rappelle que la commune, je le rappelle, madame Coquille, a installé des panneaux d'affichage libre, qu'un panneau administratif est réservé aux associations, que la mairie communique via la page Facebook régulièrement. Vous savez, on est félicité pour cette page Facebook. Elle ne publie jamais aucune polémique. Je déteste les polémiques. Elle ne vous publie la page Facebook que les faits réels qui se sont passés dans la vie. Je ne m'en sers pas, ni à des buts politiques, ni pour dire gna 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 gna. Jamais. Bon. Donc, elle est actualisée régulièrement. Une alerte SMS a également été mise en place pour communiquer certaines informations urgentes. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Tout va bien, vous n'avez pas eu trop froid? C'est à 19, hein? On respecte bien. Bah oui, je vous le dis, je vois bien. Oui. Moi, je sais que c'est à 19. Bah oui, attends, mais si on donne pas l'exemple, ça sert à rien. Ben voilà, c'est super. Pas d'autres questions? Ben écoutez, merci beaucoup.